Bon, bien, merci. Vous m'entendez bien? Oui. Pas trop fort non plus. Un peu fort, mais bon. Fait que c'est ça, si vous avez des questions en cours de route, gênez-vous pas. J'aime mieux ça que ça soit interactif que je parle seul. On va revoir le rôle du pharmacien, évidemment. On a un rôle qu'on considère évidemment, nous, important, qui est différent de celui du médecin, mais qui est complémentaire. On fait partie des aides pour vous aider avec votre santé. On fait partie du système de santé aussi. Et souvent, on sous-utilise son pharmacien ou on l'utilise quand on a vraiment besoin. Mais c'est quelqu'un qui peut être utile. Je suis certain que certains d'entre vous le savez. Mais ça me fait très plaisir de venir vous parler de ça, de venir vous parler des différents rôles et surtout de parler d'autre chose que le H1N1 pendant une après-midi parce que de ce temps-ci, on en parle beaucoup dans nos pharmacies. On soigne beaucoup de gens qui ont la grippe. On parle beaucoup du vaccin. Pour vous donner une idée de comment on est sollicité de ce temps-ci, moi, dans ma journée d'hier, j'ai compté mon nombre d'interventions. J'ai parlé pour 4 heures de temps du H1N1 à mes patients sur ma journée de 9 heures. C'est pour vous dire comment que ça mobilise tout le monde un peu. C'est ça le problème de la pandémie, c'est que ça mobilise beaucoup de gens. On va voir qu'il y a des solutions. Des fois, votre médecin de famille, c'est plus difficile de le rejoindre. Il n'est pas moins important, il est plus occupé, il y a peut-être plus de patients, il est moins disponible. On a, au fil du temps, développé des trucs. Et vous allez voir aussi que le pharmacien peut vous aider dans le processus de décision aussi. Quand est-ce que vous pouvez vous soigner vous-même? Quand est-ce que le problème est plus important? Puis il faut que vous preniez rendez-vous en insistant. Puis quand est-ce qu'il faut vous rendre à l'urgence? Parce que là, ça ne peut pas attendre, même pas votre médecin. Comme pharmacien, vous allez voir qu'on est formé pour ça. On est formé pour être sur la première ligne, si vous voulez. Un peu comme le 811, vous appelez, de ce temps-ci, ils vont vous diriger en fonction de vos symptômes. Les pharmaciens ont fait ça depuis les 40 dernières années. Pas moi, là, mais l'ensemble des pharmaciens. Fait que je vais y aller avec ma conférence. Puis je vous l'explique parce que des fois, c'est important que vous sachiez pourquoi. Votre pharmacien, il s'informe quand vous le rencontrez pour la première fois. Puis des fois, c'est un peu irritant parce que vous arrivez du médecin, vous arrivez de l'urgence, puis là, vous arrivez à la pharmacie, puis il commence à vous questionner. Sauf qu'il y a des choses essentielles pour lesquelles il faut qu'on vous connaisse. Par exemple, si vous avez des allergies, si vous avez d'autres médicaments que vous prenez ailleurs, parce que si vous arrivez de l'urgence ou souvent, de plus en plus, vous voyez un médecin pour vous dépanner dans une clinique, vous arrivez à la pharmacie de la clinique, le pharmacien ne vous connaît pas, mais il peut y avoir des interactions avec d'autres médicaments. Donc, on va vous poser une série de questions qui vont nous aider dans différents aspects. Un, vérifier si le traitement est bon, s'il est correct pour vous, si on peut vous le donner, ou s'il n'y a pas lieu de rappeler le médecin. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous voyez pas trop, ça, mais on communique beaucoup avec vos médecins. Moi, dans mon équipe, je vous dirais que j'ai un pharmacien à journée longue qui ne fait que ça, régler soit les petits problèmes, les ajustements, ou communiquer pour discuter d'une situation où le médicament ne fonctionne plus. Parce que de plus en plus, les pharmaciens, ce qu'on va faire, on ne va pas juste vous donner le médicament et vous expliquer comment ça marche. C'est que pour aider le médecin, on va suivre le traitement avec vous. C'est-à-dire ça se peut qu'on vous appelle à la maison, voir si ça va mieux. Ça se peut qu'on vous demande de nous rappeler pour nous dire comment ça marche, si vous avez des effets secondaires, et qu'on suive un petit peu plus longtemps. Parce que, une fois sur deux, vous abandonnez vos traitements parce qu'il y a des effets secondaires ou parce que vous n'y croyez pas. Parce que vous ne pensez pas que ça vous fait du bien. Fait on pense qu'en faisant un meilleur suivi avec vous, on va arriver à un meilleur traitement puis être en mesure de répondre à vos questions et à vos craintes surtout vis-à-vis des médicaments. Donc, on va vous questionner, puis prenez-les pas mal, mais c'est important pour nous de savoir pourquoi le médecin vous l'a prescrit ce médicament-là. Parce que ça se peut qu'il vous ait prescrit un antidépresseur parce que vous êtes déprimé, ça se peut parce qu'il veut vous faire engraisser, ça se peut parce que vous avez un autre problème quelconque. C'est pas un médicament peut servir à plusieurs choses. Puis pour que le pharmacien puisse un peu vous donner les bons conseils, il faut qu'il sache c'est pourquoi. Si je commence à vous donner un conseil sur un antidépresseur en vous parlant de dépression, puis vous n'en faites pas, ça va vous inquiéter. Puis ça va un peu diminuer l'impact que le médecin a eu avec vous. C'est important qu'on sache, pour une continuité avec le médecin, pourquoi il vous l'a prescrit. Ça va? On vous informe de la meilleure façon d'utiliser les médicaments, parce qu'il y a différentes techniques. Ce n'est pas tout le temps pareil, c'est très spécifique. Et plus ça va, plus les médicaments sont,
je ne dirais pas capricieux, mais sont de plus en plus performants. C'est-à-dire qu'il faut les prendre d'une façon précise, mais ils vont de plus en plus cibler le problème plus directement. Parce que quand on prend un médicament, on ne peut pas cibler juste un organe. Si on a mal à la tête, quand on prend une pilule pour le mal de tête, ça circule partout dans notre corps, pas juste au niveau de la tête. Ça fait des effets secondaires ailleurs. Mais plus ça va, plus les médicaments ciblent la bonne chose. Fait qu'on est de plus en plus efficace avec les années. Donc, on va vous parler des effets secondaires, puis insister pour en parler avec nous autres, puis insister aussi pour discuter comment les éviter, ces effets-là. Souvent, chez les personnes âgées, ça crée de la somnolence, les médicaments. Et ça, c'est au début du traitement. Fait que si vous le savez d'avance, vous allez peut-être le prendre au souper, votre médicament, ou au coucher. Fait que c'est des choses qu'il faut discuter avec le pharmacien pour voir quelle est la meilleure façon de prendre mon nouveau médicament pour que ça diminue mes effets secondaires et pour que je passe la période difficile qui est en général les 2 premières semaines d'un traitement. Quand vous commencez un anti-hypertenseur pour la pression artérielle, ça peut vous étourdir les 5, 6, 7 premiers jours. Comment je peux faire pour pas que ça le fasse? C'est pas le fun de commencer un nouveau médicament que le médecin vous donne, puis vous vous sentez plus mal qu'avant. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Un antidépresseur, on se sent plus mal qu'avant de prendre l'antidépresseur. En plus d'être déprimé, on a les effets secondaires dans les 2-3 premières semaines, puis on n'a aucun effet bénéfique. Si vous ne le savez pas, vous allez être découragé dès le départ. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si vous le savez, si je vous dis, dans 2-3 semaines, ça va aller beaucoup mieux, ça va s'installer tranquillement, vous allez remonter la pente, l'appétit va revenir, le sommeil va revenir, mais là, vous allez peut-être vous dire, bon, ben, je vais attendre, je vais prendre mon mal en patience, puis ça va arriver. Fait que c'est ça qu'il faut discuter avec votre pharmacien. Aussi, il faut parler des précautions à prendre, parce que des médicaments, oui. Je voudrais être sûre de bien comprendre. Oui. Quand tu comprends un médicament, puis qu'on reçoit la feuille, puis c'est marqué les effets indésirables ou les effets secondaires, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, il faut que ça se passe durant la première semaine ou les 2 ou 3 semaines après. Après ça, si je les prends depuis 2-3 ans, ces effets-là, ils ne peuvent pas m'arriver tout d'un coup. Non, ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait ça que je voulais dire, mais vous faites bien de soulever ce point-là. Les effets secondaires peuvent survenir n'importe quand, mais 80% des effets secondaires les plus importants surviennent au début. Donc, c'est vraiment les 2-3 premières semaines, en général, où j'ai la majorité des effets secondaires. Et c'est la période de stabilisation, entre guillemets. Puis souvent, votre médecin, s'il a le temps, il va vous dire, tu reviens me voir vous revenez me voir dans 3 semaines, 1 mois, parce que c'est la période où il faut stabiliser. Mais ça peut arriver à n'importe quel moment un effet secondaire. Parce que votre condition de santé change, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez pris un produit naturel, parce que vous avez pris du jus de pamplemousse. Il peut arriver 1 millier de raisons pourquoi un médicament vous fait un effet secondaire. Fait que prenez pas pour acquis qu'une pilule que vous prenez pendant 20 ans ne peut pas commencer à vous faire tousser au bout de 20 ans. Oui, elle peut le faire. OK? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Merci. Et le pharmacien, un des rôles importants, puis je vous l'ai dit tantôt, c'est de vous informer de l'urgence de la situation. C'est-à-dire, n'hésitez pas, puis moi, ça m'arrive très fréquemment que j'ai des appels pour des gens qui se sentent pas bien, puis qui me demandent qu'est-ce que je fais, Benoît, avec les symptômes que j'ai. J'appelle là, ça peut arriver, bon, que je dis, bon, ça va se passer. Non, c'est urgent, on appelle le 911, vous appelez l'ambulance. Ou oui, on va essayer de prendre un rendez-vous avec le médecin, et ça arrive que je les aide je discute avec leur médecin pour un peu déterminer l'urgence de l'affaire. Je dis, madame ne se sent pas bien, ça ne fonctionne pas ce qu'on a essayé, l'antibiotique ne marche pas, puis son état se dégrade, il faudrait la revoir rapidement, puis là, le médecin va trouver un moyen de l'avoir. Ça arrive, cette situation-là. Mais le pharmacien, on est formé pour ça. On est formé pour être sur la première ligne, pas pour prendre des chances, pour essayer de vous traiter avec des médicaments de vente libre quand vous avez besoin d'autre chose. On est formé pour connaître la limite. On peut se tromper comme tout le monde, là, mais on est formé pour savoir quand est-ce qu'il faut adresser ça à un autre professionnel, quand est-ce qu'il faut vous envoyer à l'urgence, puis quand est-ce qu'il faut vous envoyer chez le médecin, puis quand est-ce qu'on peut vous dire, vous pouvez prendre ça pendant 1 semaine, mais si après 1 semaine ça ne va pas mieux, c'est le médecin. Vous avez mal à l'estomac, on va vous conseiller du Maalox pour 1 semaine. Mais si après 1 semaine, les symptômes continuent, c'est le médecin qu'il faut voir. D'accord? Fait que gênez-vous pas. C'est pour ça que c'est important de créer un lien avec votre pharmacien, comme vous créez un lien
comme vous aimez avoir un lien privilégié avec votre médecin qui vous connaisse bien, pharmacien, c'est la même chose. Oui? L'information dont vous parlez, c'est une formation des dernières années ou c'est une formation que tous les pharmaciens ont eue, même les plus âgés? Oui, les plus âgés. Je ne sais pas, je vous dirais pour les plus âgés, c'est sûr que la formation de pharmacien, comme la formation de tous les professionnels, évolue avec les années. C'est évident qu'un pharmacien plus jeune que moi, qui vient de graduer, il y a un PharmD qu'on appelle. Donc, il gradue avec un diplôme un peu plus long que le mien, un peu plus perfectionné au niveau de certains aspects. Moi, je vais devoir me reformer pour avoir l'équivalent. Les pharmaciens plus âgés, qui ont peut-être une soixantaine d'années, ont eu une formation moins clinique que la mienne. C'est leur pratique qui les a amenés à se développer, puis leur formation continue aussi, puis c'est ça que je fais aussi. Mais dans la formation de tout le monde, puis dans notre pratique aussi, puis dans notre réglementation de notre pratique, ça fait partie des acquis qu'on doit avoir. Ça fait partie du rôle qu'on doit jouer, ça fait partie du rôle qu'on joue aussi dans la société. Donc, on doit s'attendre de tous les pharmaciens qui puissent faire ce dont vous nous parlez maintenant. Oui, et tous les pharmaciens sont habilités à le faire. Est-ce que tous les pharmaciens vont être disponibles pour le faire? Ça, c'est comme n'importe quel professionnel. Il faut que vous le choisissiez, il faut que vous trouviez le bon. Puis il faut que vous soyez à l'aise avec. Moi, j'ai des clients avec qui ça clique très, très bien. Il y en a d'autres moins, dépendamment de ma personnalité et de la leur. Mais en général, j'ai une bonne relation avec mes clients, puis je peux les aider dans ce... C'est la même chose, par exemple, pour la grippe actuellement. On est très, très sollicité par la grippe. Les gens, moi, j'ai un centre de grippe pas très loin de la pharmacie. J'ai toutes ces situations-là. Ils se présentent à la pharmacie, je vais les soigner avec des médicaments de vente libre si je pense que c'est un rhume. Moi, je n'ai pas le droit de faire le diagnostic, mais j'ai une bonne idée de leur état de santé pareil. Il y a un rhume, je vais leur conseiller quelques produits, du Tylenol, vous retournez à la maison, vous vous reposez. Ils ont plus de symptômes que ça, ils ne sont pas trop à risque, mais ils font de l'emphysème, n'importe quoi. J'irai faire la clinique de la grippe en face, la pharmacie, ils vont aller là. Ils m'arrivent à la pharmacie, ils ont les doigts bleus, ils ont les lèvres bleues, je vais les envoyer à l'urgence. Ça arrive, ça. Ça arrive. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on est formé. Donc, on va aussi vous parler du meilleur traitement en vente libre, puis on peut vous conseiller dans qu'est-ce qu'il y a, parce que de plus en plus, puis ça va s'élargir ça aussi, il y a de plus en plus de médicaments en prescription qui vont devenir en vente libre. Donc, l'arsenal qu'on appelle, ou tout le stock disponible pour vous aider, sans prescription, ça va s'élargir, puis le pharmacien peut vous conseiller dans ça. Dans les nouveaux produits, parfois, c'est derrière le comptoir du pharmacien, c'est pas en vente libre pour tous les produits de la boutique, mais c'est disponible sans prescription. Mais c'est sous la supervision du pharmacien. Par exemple, il y a des derniers produits, c'est des crèmes de cortisone plus puissantes qu'on avait avant pour traiter le psoriasis ou certains cas d'inflammation de la peau. Maintenant, c'est rendu sans prescription. Il y a des anti-inflammatoires qu'on n'avait pas avant, des nouveaux maintenant qui sont disponibles sans prescription. Ça veut dire que les assurances ne les paient pas pour une médicament. Ils ne les paient pas s'ils sont sans prescription. Mais ils les payent s'ils sont en prescription, dépendamment du plan d'assurance. Mais c'est sûr que les consultations du pharmacien, sauf quelques exceptions, par exemple, le pharmacien a le droit de servir la contraception orale d'urgence, c'est-à-dire qu'on a le droit de prescrire, entre guillemets, la pilule du lendemain aux femmes qui la demandent. On leur fait une consultation dans le bureau de consultation, ça dure une dizaine de minutes, on leur prescrit la pilule du lendemain et c'est remboursé par les assurances. Oui? S'il vous plaît, je voudrais revenir sur un sujet très important, les effets secondaires. Oui. Pouvez-vous me dire pourquoi, dans certains hôpitaux, j'ai été moi-même malade, on vous donne 20 ou 30 médicaments à la file, qui ont chacun des effets secondaires cumulatifs. Ça fait que dans votre séjour à l'hôpital, vous êtes paf. C'est comme si on avait pris autant fumer du pot, ça revient au même. Je voudrais avoir votre avis. Je ne plaisante pas parce que c'est sérieux cette affaire-là. Ouais. Je me bagarre pour ça. Moi, je trouve qu'aux aînés, d'abord je me présente, je suis du centre des aînés, je suis très bien placé pour connaître les aînés. C'est inimaginable ce qu'on leur fait absorber comme médicament, et ça c'est intolérable chez moi. Je vous le dis bien en face. Ça ne fait peut-être pas votre affaire. Moi je suis passé à deux doigts de laisser ma peau avec tous ces saloperies de médicaments. Ceci dit, je ne suis pas contre les médicaments. Je suis contre, vous allez voir, prenez ça dans la main, l'autre, prenez ça, puis bon. C'est pas normal. Vous savez comme moi, vous avez fait des études,
Vous savez que les réactions peuvent être cumulatives et peuvent durer longtemps. Mais C'est ça que je voudrais, votre avis là-dessus. votre intervention fait mon affaire, parce que c'est pertinent, et je ne le prends pas du tout sur un point de vue personnel. Puis je suis en partie d'accord avec vous. Mais il y a toujours deux points à voir dans ça. C'est qu'avec l'évolution de la clientèle, si on veut, moi, ce que je vois, puis ça, c'est mon opinion personnelle, puis c'est ce que je vois dans ma pratique, surtout, j'ai une grande pratique, moi, en CHSLD. Je dessert beaucoup de CHSLD, puis je comprends votre point de vue, malgré que, de mon point de vue à moi, le CHSLD, ils prennent moins de médicaments qu'à l'hôpital, souvent, parce que les médecins sont sensibilisés à... Maintenant, je fais une parenthèse, il est très important que je la fasse. Je ne parle pas d'institut, là, c'est le paradis. Okay. Je parle de certains hôpitaux. Ouais. Hein, on revient à l'agisme avec ça. Ouais. Je vais revenir avec le docteur, parce que je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. C'est bon. bon. Si je peux aller en prison, ça ne me dérange pas. C'est bon, mais on pour ne s'en rendra pas revenir là. là-dessus, moi je suis révolté de voir ce qu'on fait dans certains hôpitaux. On leur donne tout ça, puis au lieu de le prendre un par un, ce qui est la logique, on va bien aller, on va. C'est pas normal. Mais ça, je vais en parler. Je vais vous en parler au fil de ma présentation. Et oui, parfois on en donne trop, parfois on donne les mauvais, parfois on administre trop de médicaments pour les nerfs ou pour dormir. Par contre, parfois les gens sont de plus en plus malades dans certains cas et ont des multiples pathologies, c'est-à-dire qui ont une maladie cardiaque, ont une maladie, ils prennent pour l'hypertension, le cholestérol, le diabète, et c'est de plus en plus fréquent ça. Je pense qu'à ce niveau-là, les gens sont assez bien soignés. Quand on commence à parler de la psychiatrie, entre guillemets, de la maladie d'Alzheimer, là, je vous dirais que la médecine est dans une période où elle se re-questionne beaucoup, fait des expériences, entre guillemets, je ne dis pas ça péjorativement, mais je parlais avec un gériatre spécialisé dans la maladie d'Alzheimer hier, et il me disait, on s'est rendu compte que tel phénomène ne fonctionne pas bien, fait qu'on a tendance à aller ailleurs. Et ça, la médecine, elle évolue assez rapidement, mais la société évolue aussi, et les gens vivent de plus en plus vieux avec des nouvelles maladies, entre guillemets. Et c'est assez compliqué. Je suis d'accord avec vous qu'on a la pilule facile à certains endroits, puis à d'autres endroits, on est beaucoup plus sensible à ça, et on fait le ménage, comme on dit. Mais le problème qu'on a dans la société québécoise, c'est qu'en général, on est bien soigné, mais on a un problème de continuité des fois. Quand on passe d'un endroit à l'autre, c'est dur de savoir pourquoi la pilule est là, on l'enlève jamais, on en rajoute une autre, puis là, on perd le fil. Fait qu'il y a du travail à faire là-dessus, vous avez raison, puis il y a les deux côtés à voir. On est de plus en plus malade, entre guillemets, parce qu'on vit de plus en plus vieux, mais ce n'est pas une raison pour nous rendre plus malades. Ou nous diminuer notre qualité de vie. Parce que le but d'un médicament, puis on va le voir plus loin, c'est d'améliorer votre qualité de vie, pas de la diminuer. Et on se rend compte que ce n'est pas tous les médicaments qui sont bons là-dedans. Là. Il y en a des pires que d'autres. Donc, si on continue avec le pharmacien, puis on va revenir plus dans le vif de votre sujet après, il intervient sur la surveillance de la thérapie de plus en plus. On va, avec, vous savez, la carte santé s'en vient. Le pharmacien va possiblement avoir accès à vos tests de laboratoire. Fait qu'on va être en mesure de voir si la dose que vous prenez est en lien avec le test, puis pouvoir alerter un peu le médecin quand vos tests ne seront pas en lien. Ce qu'on fait moins, ou des fois le médecin est là, le pharmacien a un bout, c'est le spécialiste qui l'a. Là, tout le monde va avoir, avec la carte santé, va avoir l'information en même temps, puis ça va être beaucoup mieux. Puis le pharmacien va pouvoir devenir un intervenant un peu plus proactif dans ça, puis un peu plus présent, puis ça va être plus efficace pour intervenir avec les médecins. Donc, on fait le suivi. Par exemple, à la pharmacie, chez nous, on fait le suivi pour les anticoagulants. On prend le petit test, voir le IMR, combien vous avez besoin de Coumadin, est-ce qu'il faut ajuster la dose. Et il y a des médecins qui nous donnent une ordonnance pour que nous-mêmes, on ajuste votre dose. Il ne faut pas aller voir, faut pas besoin d'aller à l'hôpital aux 2 semaines. Vous allez à la pharmacie, puis c'est réglé. OK? Fait que ça s'en vient de plus en plus comme ça. Et ça soulage beaucoup les hôpitaux, ça soulage les médecins qui peuvent faire autre chose qui est plus important que de faire une prise de sang sur le bout d'un doigt et de vous suivre pour ajuster une dose qui est, somme toute, assez facile. Oui? On dit qu'il y a une nouvelle pilule qui s'en vient, qu'on n'est plus obligé de prendre une prise de sang. C'est vrai, mais elle n'est pas prête. Ça s'en vient quand? Je vous dirais 1 an à peu près. 1 an? 1 an, la pilule, elle va éclaircir votre sang comme le Coumadin, mais il n'y a pas de risque de saignement. C'est-à-dire qu'elle va prévenir la formation de caillots,
mais il n'y aura pas de risque de saignement, donc on n'aura pas besoin de mesurer si c'est pas trop fort ou si c'est assez fort. Oui. Elle est beaucoup plus sécuritaire, elle prévient les thrombus qui causent l'AVC ou les infarctus, puis elle ne cause pas de saignement. Mais je vous dirais peut-être plus 1 an que 6 mois, mais ça s'en vient. Alors, on n'a plus besoin d'aller... Non. Oui. Voilà. Mais je suis toujours prudent quand on parle de nouveaux médicaments. Il y en a peut-être 10 000 qui s'en viennent des nouveaux médicaments, mais tant que ça ne fait pas, on n'a pas fait les études post-cliniques, tant que ça ne fait pas 1 an qu'on les utilise, moi j'ai de la misère à penser à ça comme un remède miracle. Là. Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent sortir avant que ça arrive sur le marché. Donc, on discute avec le médecin aussi, évidemment, dans notre rôle d'intervention. On écoute, sachez choisir un pharmacien qui va prendre le temps de vous écouter. S'il n'a pas le temps et il est débordé tout le temps, c'est sûr qu'il y a une pénurie. Hein, on parle de pénurie de médecins. Il manque à peu près 200-300 pharmaciens au Québec dans le moment. Mais c'est pas grave. Il y a des moments, si vous venez me voir, moi, à 4 heures l'après-midi, quand tout le monde finit de travailler, j'ai de la misère à m'asseoir avec vous et parler une demi-heure. Si vous venez me voir à 9 heures le soir, j'ai 2 heures pour vous parler. C'est sûr que c'est peut-être moins commode, mais il faut savoir, on est disponible, on est tout le temps ouvert, on est toujours là. Puis moi, mes clients, c'est très fréquent maintenant qu'ils m'appellent et me demandent quand est-ce qu'ils peuvent venir me voir. On prend un genre de mini-rendez-vous entre telle heure et telle heure, puis on s'en va dans le bureau, ils amènent tous leurs médicaments, leurs produits de vente libre, leurs médicaments de produits naturels qui se sont fait conseiller au centre d'achat, puis ils sont plus sûrs que tout va ensemble, ils m'amènent ça, puis on en parle. Puis on élimine qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. Quand c'est en prescription, puis on n'est plus trop sûr, on regarde ça ensemble, on rappelle le médecin si on a des questions plus précises, puis on fait un petit peu de ménage là-dedans. OK? Donc, le pharmacien est un membre de votre équipe de santé, mais ça, vous le savez déjà. Donc, choisissez-le pour sa compétence. C'est pas juste un pharmacien, c'est pas juste quelqu'un qui ne se trompe pas de pilule, c'est qui est capable de vous conseiller adéquatement, qui est capable de vous donner la bonne information, qui est à votre écoute, qui fait des interventions de qualité quand vous en avez besoin. Il va rappeler votre médecin quand vous en avez besoin. Il va vous donner les ressources que vous avez besoin. Il va appeler au CLSC pour vous s'il pense que vous avez besoin d'un suivi ou il peut vous aider. Il faut que vous ayez confiance en lui. Puis, il faut qu'il vous accorde du temps. C'est sûr qu'il n'a pas tout le temps, mais quand il y en a, ou quand vous en avez besoin, qu'il vous l'accorde ce temps-là. Et soyez-lui fidèle. Puis je ne dis pas d'être fidèle à moi. Peu importe le pharmacien que vous choisissez, là, essayez de bâtir une relation, qui vous connaisse, qui sache que vous prenez, qui soit en mesure d'intervenir, puis pas changer de pharmacien tout le temps, puis à la limite, même dans une pharmacie, de créer un lien avec un pharmacien. D'accord? Comme vous faites avec votre médecin ou comme vous aimez faire avec votre médecin. Donc, pharmacien, les qualités du pharmacien, une oreille attentive, vos inquiétudes, vos réactions positives et négatives face aux médicaments, puis qui est à l'écoute de l'ensemble de l'équipe, qui est prête à travailler en équipe. Un pharmacien, c'est la même chose avec le médecin, c'est la même chose avec l'infirmière. Il ne faut pas tirer à couverte. Il faut travailler ensemble pour vous. On a toute notre place, on a tout notre rôle, on peut tous s'entraider. On a toutes des petites zones communes un peu, là. Puis bon, c'est le médecin qui fait le diagnostic, c'est le médecin qui prescrit, mais c'est moi qui va vous voir à tous les mois. Si c'est l'infirmière qui vous change votre pansement, elle va vous voir à tous les jours. Fait que c'est important d'avoir un travail d'équipe, une relation d'équipe. Les médicaments. Ça, je vous disais au début, ou je ne sais pas, je vous l'ai dit, le médecin, son rôle, a un rôle de diagnostic, de vous prescrire le traitement, de faire des suivis. Le pharmacien, lui, il est habitué de travailler avec les médicaments. C'est un peu ce qui est au milieu de sa formation. On travaille, moi dans ma pharmacie, je travaille avec à peu près 6000 produits. C'est sûr que je ne suis pas comme le spécialiste en médecine qui est habitué de travailler avec 7, 8, 9, 10 produits puis qui les connaît sur le bout des doigts. Moi, je travaille avec 5, 6 000. Mais je suis un peu le généraliste du médicament, si vous voulez. C'est-à-dire que je suis capable de voir les interactions entre des produits, de les prévenir, de voir c'est quand la meilleure façon d'appliquer vos traitements, de les mettre ensemble ou de ne pas les mettre ensemble. Comme vous disiez tantôt, monsieur, je peux tout écraser ça ensemble et vous le donner? Est-ce que je suis mieux de le séparer? Est-ce que je suis mieux de faire ça différemment? Ça, c'est mon rôle comme pharmacien. Donc, le rôle du médicament, c'est pour rétablir ou maintenir l'état de votre santé. Ce n'est pas pour y nuire. À partir du moment où ça crée de l'accoutumance ou que vous avez de la dépendance,
que ça vous fait dormir, mais vous avez de l'anxiété le lendemain, je ne vous aide pas. Et la pilule ne vous aide pas à vos nuits. Et ça, je suis d'accord qu'on a peut-être péché dans les dernières années à utiliser des produits qui n'étaient pas les meilleurs au monde. Mais on ne le savait pas. Puis je pense qu'avant ceux-là, vous allez peut-être vous en rappeler, on a utilisé des barbituriques longtemps en pensant que c'était des remèdes miracles. Puis c'était du poison. Pas du poison, mais ça ne rendait pas service. Ça faisait dormir, mais on était amoché le lendemain. Là, on est arrivé avec la génération des benzodiazépines. Ativan, Valium, hey, c'est encore meilleur que les barbituriques. Ça a bien moins d'effets secondaires. Plus ou moins. Parce qu'après ça, on a de l'anxiété dans le jour, on devient nerveux, on en rajoute le jour, on dort plus le soir, et on crée d'autres problèmes. Fait qu'on s'est rendu compte que les antidépresseurs étaient mieux que ces médicaments-là, et là, on est dans cette période-là. Mais c'est pas évident, hein? Ceux qui ont un certain âge, là, ont tous goûté à de l'Ativan, du Valium, du Dalman, du Restoril, du Xanax, puis il y en a encore qui sont pris avec ça. Puis là, le médicament, là, vous ne le prenez pas parce que ça vous fait du bien. Vous le prenez parce que vous n'êtes pas capable de l'arrêter. C'est la seule raison pour laquelle vous le prenez. Parce qu'elle ne fait plus effet. Elle vous fait juste du mal quand vous l'arrêtez. Fait qu'il faudrait trouver une solution pour s'en débarrasser. Puis il y en a des solutions. Il faut les arrêter bien tranquillement. Des fois, il faut les remplacer par d'autres choses qui, à long terme, vont être beaucoup mieux. Mais on peut les arrêter. Faites-moi confiance là-dessus. Ça peut prendre 6 mois, mais on peut le faire. Si vous retenez juste ça aujourd'hui, là, si vous prenez d'Ativan, Valium, Dalman, toute cette famille-là de benzodiazépines, vous n'êtes pas obligé de continuer. Puis je sais que vous avez le sentiment de ne pas dormir si vous n'en prenez pas, mais c'est parce que vous prenez la pilule que vous ne dormez plus. Puis c'est parce que vous prenez ça au coucher que vous êtes nerveux le jour. Il y a un effet rebond dès le lendemain avec ces produits-là. Et des fois, on a besoin d'en reprendre pour contrôler l'anxiété du jour. Oui? Dans la catégorie des Tylenol, est-ce que vous considérez ça comme un médicament? Oui. Tous les médicaments de vente libre, puis on va le voir un petit peu plus loin, ce sont des médicaments et ils ne sont pas moins dangereux parce qu'ils sont en vente libre. Du Tylenol, si j'en prends 8 par jour régulièrement, puis je prends un petit peu d'alcool à l'occasion, je peux faire une cirrhose du foie. Okay? Fait que c'est pas moins dangereux que d'autres produits en prescription qui sont beaucoup plus sécuritaires que ça. Donc, c'est un médicament, il est actif, il est efficace, puis il faut le prendre dans un cadre précis. Si on en prend trop, c'est dangereux. Si je prends du Tylenol en vente libre, de l'Ampracet en prescription, puis du Tramacet parce que le médecin me l'a prescrit, je suis rendu à 4 fois la dose, puis je peux avoir une cirrhose n'importe quand. Fait qu'il faut tout regarder ça ensemble comme c'était tous des médicaments. Puis si vous me rajoutez un médicament en vente libre par-dessus ça, du millepertuis avec votre antidépresseur, là, ça va pas bien. Parce que vous pouvez avoir d'autres problèmes. OK? Même les produits de vente libre, les produits naturels sont des médicaments. Ils ne sont pas tous. Il y en a qui ne sont pas concentrés, mais il y en a d'autres que oui. Du millepertuis, là, ça a un effet antidépresseur. Ça a une interaction avec les antidépresseurs. Si vous le prenez en même temps, vous pouvez tomber dans un syndrome d'agitation sévère. On appelle ça le syndrome sérotoninergique. Ça peut faire ça, puis c'est un produit naturel. Comme je dis souvent, là, du cyanure, c'est naturel, mais c'est mortel. T'sais. Fait que c'est pas naturel n'égale pas sans danger. Là. Puis c'est des produits actifs. Qui dit produit actif, dit effet secondaire. Oui? Oui, là, par les plantes. Vous pensez que les plantes, c'est mauvais? Moi, je dis pas que les... Par les plantes. Médecine naturelle. OK. Je dis pas que les plantes, c'est mauvais. Je dis que les plantes, c'est bon. Mais il y a des plantes, il y a de la digitale, par exemple, en prescription. Ça, d'accord. La digitale peut aider pour le cœur. On l'utilise déjà. C'est du Lanoxin, c'est de la digitale. Ça vient de la plante. Mais si j'en donne trop, je cause l'arythmie. Donc, une plante, c'est bon, mais si j'en prends trop, c'est pas mieux. Si j'en prends pas assez et j'essaie de me soigner avec, c'est pas mieux. Fait qu'il faut que je trouve, faut que je sache l'utiliser. Mais ce que je voulais demander, vous n'êtes pas contre Non, pas du la tout. médecine par les plantes? Pas du tout. Demander. Pas du tout. Par exemple, l'équinacée pour les syndromes du rhume, Voilà. c'est efficace. C'est très bon. Pour prévenir le H1N1, pour guérir le H1N1, c'est pas bon. Mais pour soulager les symptômes du rhume, c'est très bon, l'équinacée. Ça va? Donc, ce que je voulais vous dire aussi, le médicament sert à soulager, guérir, contrôler, mais on a de plus en plus, ce qu'on essaie de faire, c'est de prévenir. Hein? C'est beau mettre un plaster quand on est malade,
de traiter le diabète parce que le taux de sucre est trop haut et on manque d'insuline, mais ça serait mieux de prévenir la maladie entre vous et moi. Vous êtes d'accord avec ça? Fait que la médecine essaye d'aller de plus en plus dans la prévention. Les médecins essaient d'intervenir de plus en plus rapidement pour prévenir ces maladies-là. Quand on donne des pilules contre le cholestérol, c'est pour éviter que tout dégénère plus tard, pour qu'on ait une qualité de vie plus tard. Okay? Puis des fois, c'est difficile à comprendre. Puis comme pharmacien, j'ai un grand défi à ce que quand vous allez voir le médecin, puis qu'il vous prescrive une pilule pour le cholestérol, puis vous ne vous sentez pas malade, vous avez un grand défi à vous la faire renouveler à tous les mois. Surtout si vous êtes un homme de 40 ans qui ne se sent pas malade, qui se sent en pleine forme, qui ne voit pas pourquoi il prendrait une pilule. C'est les pires, ça. Les gars comme moi, c'est les pires. Mais le médecin, ce qu'il essaie de faire, c'est de vous faire vieillir en santé ou d'avoir une qualité de vie avec l'âge. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, prévenir le cholestérol, prévenir l'hypertension, prévenir le diabète pour avoir une qualité de vie. C'est des maladies, on appelle ça des silent killers, qui vont faire en sorte que tout dégénère plus tard, que ça affecte vos organes, que ça affecte le cerveau, que ça affecte le cœur, etc. Donc, le médicament, on essaie de plus en plus d'y aller sur le mode préventif aussi, même si on continue le mode curatif. Mais l'avenir est vers la prévention. C'est pas mal plus le fun. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous prenez un médicament, personnellement, puis le pharmacien peut vous aider là-dedans, il faut que vous sachiez c'est quoi que vous prenez. Il faut que vous preniez en charge votre traitement. Le médecin vous le sert, il a toute la volonté du monde pour que vous vous aidez là-dedans, mais si vous ne le prenez pas en charge, puis vous ne savez pas c'est quoi que vous prenez, vous n'allez pas y croire toute votre vie. Okay? Vous allez vous tenir à un moment donné, quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez lire quelque chose sur Internet, puis là, vous allez tout remettre ça en question. Fait qu'il faut que vous soyez au courant de votre traitement. Pourquoi vous le prenez? Je ne sais pas combien j'en ai de clients que si je leur demande pourquoi ils prennent ça, ils ne savent pas. Mais c'est parce qu'ils en ont beaucoup aussi, des fois. C'est un peu normal. Sauf qu'ils devraient le savoir, puis ils devraient se questionner. Ils devraient questionner leur médecin quand ils le voient, une fois par année, puis ils devraient questionner leur pharmacien à tous les mois quand ils le voient. Puis moi, j'adore les questions du genre, n'as-tu besoin encore de ça? Ça, là, au lieu de dire, j'en prends plus depuis 2 mois. Quand les gens me demandent, n'ai-tu encore besoin, je trouve ça fantastique, parce qu'au moins, ils ont confiance que leur médecin leur donne quelque chose de bon, ils veulent savoir pourquoi. Puis à partir du moment où je peux leur dire, ils ont une décision éclairée. Ils vont peut-être décider de ne pas en prendre, mais au moins ça va être éclairé. Ça va être comment les prendre, puis quand les prendre. Ça, c'est bien important, parce que ça peut tout changer dans la qualité du traitement. Puis de plus en plus, je parlais de prévention, là. Le médicament, c'est une chose, hein. Mais vous avez parlé d'emphysème tantôt, ou de... Ce qui va aider le plus quelqu'un qui a une maladie pulmonaire, c'est de ne pas perdre sa mobilité, être capable de bouger. On a beau lui donner toutes les pompes, tous les traitements, s'il ne bouge plus, là, ça ne marche plus. Mais s'il continue à faire de l'exercice, s'il continue à se prendre en charge un petit peu, à marcher, à bouger, on va épargner les traitements, on va prendre de moins en moins de traitements, de médicaments, puis la personne va avoir une qualité de mieux en mieux. Fait que c'est ça qu'il faut faire dans toute la prévention. La pilule, ça peut aider à guérir, ça peut aider à prévenir, mais il y a tout l'ensemble du traitement aussi qu'il faut regarder. Donc, dans les médicaments, plusieurs peuvent avoir des effets stimulants ou sédatifs. Il faut s'adapter à l'horaire de prise selon votre rythme de vie aussi. Hein? Puis, pas nécessairement, vous ne vous levez pas à 5 heures tous les matins. Il y en a qui se lèvent plus tard, il y en a qui se couchent plus tard. Il y a des oiseaux de nuit. Donc, si j'arrive et je vous dis à 8 heures tous les soirs, vous prenez ça à tout le monde, ça ne marche pas. Il faut savoir quel horaire, votre rythme, comment vous aimez vos choses, combien de repas par jour vous prenez. Soyez pas gênés. On a tout. Dans mes clients, là, il y a tous les horaires. J'ai des oiseaux de nuit, j'en ai qui mangent 2 fois par jour, j'en ai qui mangent 6 fois par jour. Fait qu'on s'ajuste. Soyez pas gênés, vous n'êtes pas tout seul si c'est le cas. Bon, quand est-ce que les prendre avec nourriture? Ça, on le marque sur le petit feuillet, là, mais comprendre des fois pourquoi c'est important. Parce qu'il y a des médicaments que ça dérange un peu, mais il y en a que ça dérange beaucoup. Il y en a que, si je vous donne la cloxacilline en mangeant, je peux aussi bien rien vous donner, parce que ça ne marche pas. Fait qu'il faut insister quand c'est important. Même chose avec les produits laitiers, le calcium, il y a beaucoup de médicaments. Prendre un médicament avec un verre de lait, pas bon. Oubliez ça. S'il y en a qui font ça, là, c'est la pire affaire. On prend un médicament avec un verre de scotch. Non. Un verre d'eau.
Toujours avec un verre d'eau. Donc, pas d'alcool, mais là, j'ai mis ça parce que c'est des questions qu'on a souvent. C'est pas bon, un alcool avec les médicaments? Tu es d'accord avec moi? Mais pas tout le temps. Il y a des fois que ça ne dérange pas. Ouais. 4 heures après, on peut prendre un petit verre quand même. Ça dépend. Ça dépend. Si la pilule fait 10 heures, vous pouvez. Puis elle dérange avec l'alcool, non. Mais si vous avez pris de l'alcool 4 heures avant, ça c'est correct parce que l'effet de l'alcool c'est 4 heures. Mais une pilule, pour les nerfs par exemple, elle peut faire effet 20 heures ou 24 heures. Fait que ça dépend de qu'est-ce qui vient en premier. Mais si vous avez un traitement pour l'hypertension, pour le cholestérol, puis vous êtes stabilisé, puis avec le médecin, tous vos tests sont beaux depuis 2 ans, vous ne pouvez pas prendre d'alcool, là. C'est pas grave. Vous ne pouvez pas prendre une brosse, pas trop souvent, mais il n'y a aucun danger à prendre un verre de vin ou de l'alcool au repas. Si vous prenez un antidépresseur, là, ça commence, là. Vous souffrez de dépression, vous êtes traité avec les médicaments, il y a des effets sédatifs, l'alcool est un dépresseur, c'est peut-être pas une bonne idée, là. C'est peut-être mieux de laisser ça de côté pour un an, mais quelques mois. On va regarder pas trop loin. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut discuter avec votre pharmacien. C'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Moi, c'est des questions que j'ai souvent, même avec les antibiotiques, même avec les choses. Ça dépend lesquelles, puis c'est pas une règle d'or. Oui? Pour revenir sur la question du lait. Oui. Qu'est-ce qui fait que le lait n'est pas bon? OK, c'est que le lait contient du calcium. Le calcium, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une molécule qui est électriquement chargée. Okay? Et les autres, les médicaments aussi, c'est des molécules qui viennent se coller après le calcium. C'est comme si le calcium agissait comme un aimant. Et là, ça fait un complexe ou une balle qui ne traverse plus l'intestin et qui ne va plus dans le sang, elle passe tout droit. Donc, le calcium fait que le médicament ne se dissout pas et ne passe pas à travers l'intestin pour aller dans votre sang, pour aller atteindre le but. Il reste dans l'intestin et passe tout droit. Fait que c'est ça que ça fait le calcium. Okay? Ça complexe les médicaments. C'est pas la seule chose qui fait ça, là, mais le calcium est un des éléments. Oui? Le fameux jus de pamplemousse. Oui, on va voir ça un petit peu Ah, plus plus loin. tard? OK, c'est correct. Regardez, on est rendu. Vous avez un bon timing. Donc, le jus de pamplemousse, c'est-tu bon pour la santé ou c'est pas bon? C'est très bon pour la santé, mais c'est pas bon avec les médicaments. C'est plate, hein? C'est que ça vient interférer avec le foie, puis avec plusieurs médicaments, ça vient, la plupart du temps, augmenter l'effet des médicaments. Si vous prenez quelque chose pour le cholestérol, puis vous buvez du jus de pamplemousse, vous pouvez commencer à avoir mal aux muscles, vous pouvez commencer à avoir mal dans le dos, puis c'est dû à la combinaison des deux, parce que, pardon, le jus de pamplemousse vient ralentir le foie, puis le foie, qui est l'usine d'épuration qui élimine les médicaments, fonctionne moins, donc le taux de médicaments dans votre sang augmente et les effets secondaires aussi. Des fois, c'est le contraire. C'est que ça va stimuler d'autres enzymes du foie qui vont faire en sorte que le médicament va être plus éliminé. Donc, en général, c'est pas toujours très bon, surtout pour les médicaments qui sont éliminés par le foie. Fait que je ne peux pas vous donner toute la liste, mais certains antibiotiques, ceux pour le cholestérol, ceux pour la pression artérielle, c'est pas recommandé de boire du jus de pamplemousse. Vous pouvez prendre du jus d'orange. Vous ne pouvez pas prendre du Tangelo, là, je sais pas si vous savez, il y a une hybride maintenant, orange pamplemousse, là, c'est pas bon non plus. Canneberge. Canneberge, c'est très bon. Du jus de canneberge, même pour prévenir les infections urinaires, vous parlez d'un produit naturel, ça, c'en est un qui peut aider. Puis, jus d'orange, aucun problème. De fait, vous saviez, les producteurs d'orange ne fournissent pas dans le moment dans le monde entier. Hein? À cause du H1N1, tout le monde veut de la vitamine C, tout le monde veut un grand verre de jus d'orange, et les fournisseurs d'orange ne fournissent plus. La grippe? Bon, est-ce que la vitamine C prévient la grippe? Non. C'est-à-dire que ça fait partie d'une alimentation saine d'avoir 100 à 200 mg de vitamine C par jour pour ne pas avoir de déficit, pour que notre système immunitaire soit en santé. Mais d'en prendre 500 mg, ça ne donne rien de plus. Vous allez l'uriner complètement et ça va passer tout droit. Donc, de prendre un supplément, si votre alimentation est bonne, ce n'est pas nécessaire. Si vous ne vous alimentez pas trop bien, vous avez un problème à ce niveau-là, de prendre une multivitamine qui contient à peu près 90 mg de vitamine C, comme Centrum, Paramètre, et ces marques-là ou des marques privées, c'est suffisant.
Mais vous n'avez pas besoin de prendre 1000 mg ni 500 mg, ça, c'est pas nécessaire. Ou un bon grand verre de jus d'orange, vous avez la bonne dose. Sauf si vous êtes fumeur. Encore moi, excusez. Oui. Oméga 3, 6, 9, est-ce que c'est bon? OK, la Les question. avis sont partagés. Alors. Oui, là, on dévie un peu de mes affaires, mais c'est une bonne question. Oméga 3, 6, 9, c'est pas bon. Ça prend oméga 3 seul. Ah, alors, je suis de votre avis, mais je voulais avoir OK. un Parce avis que additionnel. oméga 3, 6 et 9, le 6 et 9, on en mange trop. Voilà. On en a trop dans notre alimentation. Oméga 3, c'est le bon. C'est celui du poisson qui vient prévenir certaines maladies cardiovasculaires, probablement certains problèmes de maladies d'Alzheimer à long terme, de dégénérescence, même d'hyperactivité, d'hypertension. Et le plus prometteur, c'est l'oméga 3. Le 6 et le 9, on en a trop. Il faudrait en couper dans notre alimentation. Donc, évitez le soleil. Il y a beaucoup de médicaments qui rendent la peau sensible au soleil. Donc, si vous commencez un nouveau médicament, ou même, on parlait des effets secondaires, ça se peut que vous êtes allé au soleil en Floride pendant quelques années, puis ça allait bien, puis oups, cette année, vous avez brûlé. Ça peut être votre médicament qui a fait ça. Il y a des médicaments qui rendent la peau sensible, il y en a d'autres qui font de l'allergie au soleil. Et ça, c'est pire parce que ça peut laisser une plaque qui va revenir tout le temps après lorsque vous allez au soleil. Fait que vérifiez avec votre pharmacien, est-ce que je peux aller m'exposer au soleil ou je suis mieux de me protéger avec ce médicament-là. Entre autres, les antibiotiques en font souvent de la réaction au soleil. Attention à la somnolence, évidemment. Renseignez-vous, est-ce que ça va altérer ma vigilance? Est-ce que je peux prendre ma voiture, par exemple? Souvent, les pharmaciens, on le dit, mais demandez-le. Puis des fois, c'est traite un petit peu parce que ça fait ça juste la première semaine. Puis après ça, vous êtes correct. Les antidépresseurs, entre autres, ça nous amoche les 2 premières semaines, mais après ça, on ne le sent plus. Fait que pendant 2 semaines, il faut faire attention. On est peut-être mieux de les prendre au couper dans certains cas. Donc, prendre au complet aussi vos traitements. Souvent, là, j'ai des appels. Je ne dirais pas vous autres, là, mais j'en ai des appels souvent. Il me reste des antibiotiques à la maison, je peux-tu les prendre? Mais il n'est pas supposé vous en rester à la maison. Votre médecin vous a donné 10 jours, vous êtes supposé avoir fait le 10 jours. Comment ça se fait qu'il vous en reste 5 jours? Parce que vous allez mieux. Ah, j'allais mieux les arrêter. Ben non. Si vous les arrêtez au milieu, ça peut revenir, puis là, l'antibiotique ne marche plus. Puis, l'autre conséquence, c'est qu'à long terme, cet antibiotique-là ne marchera plus pour rien. Parce que les bactéries qui survivent à ça, c'est les plus résistantes. Puis là, après ça, ils se transmettent aux autres, puis cet antibiotique-là ne fonctionne plus. Puis à un moment donné, on va être limité. On ne pourra plus. Puis déjà, là, vous entendez parler des bactéries résistantes là, à l'hôpital, puis le Clostridium difficile, puis etc. Là, ça, c'est le fruit de ça. On commence à être pris avec ça. OK? Fait qu'on prend les traitements au complet. Si vous avez des effets secondaires, puis vous ne vous sentez pas bien, appelez votre pharmacien. Dites-lui, il me semble que ça ne marche pas, ou je me sens pire. Il va appeler votre médecin pour changer. Ou il va vous dire, on arrête tout ça parce que vous êtes en train de faire une réaction sévère, parce que ça peut arriver. Si vous allez tout croche, puis vous êtes rouge à grandeur, continuez-les pas, là. C'est pas ça que je vous dis. Il faut juger. Mais là, il faut changer de sorte pour aller... Fait que vérifiez avec le pharmacien, puis il va pouvoir vous guider. On essaie de continuer. Par exemple, vous ne filez pas, là, puis vous avez la diarrhée depuis que vous prenez les antibiotiques. On n'attendra pas que vous soyez déshydraté, là. Fait qu'on va vous dire, là, on l'arrête. On va essayer de rejoindre votre médecin pour changer de sorte. Une qui est plus douce pour votre intestin, puis on va se réessayer comme ça. Fait que vérifiez avec le pharmacien. Puis, dernier renouvellement, souvent, on est prêt à la dernière minute, on n'a plus de prescription. Je vous disais, les pharmaciens, maintenant, il y a certaines classes de médicaments qu'on peut vous dépanner 1 mois de plus. Il y a certaines situations, si votre médecin a pris sa retraite, on peut vous dépanner 3 mois. De plus en plus, on va pouvoir faire face à ça, mais quand même, il faut prévenir. Hein? Mieux vaut prévenir. Puis ce qu'on fait de plus en plus avec les médecins, quand on sait que ça s'en vient, vous avez pris votre rendez-vous, mais ils vous le donnent juste dans 6 mois. On envoie un fax au médecin, puis il nous le retourne, puis il nous prolonge de 6 mois, puis tout est réglé. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça de 6 mois à 6 mois, puis le médecin ne vous voit jamais. Moi, j'aime pas ça faire ça. C'est pas ça que je veux faire. Mais il faut trouver le moyen qu'on s'entende tous. Autant pour votre médecin qui essaie de voir tout le monde, puis il y a ses priorités au travers. Hein. Il peut vous céduler 1 mois, vous le savez, puis là, il y a du H1N1, tout le monde est malade, il va traiter les plus urgents en priorité. Bien, on va y envoyer le fax. Quand il va avoir 2 minutes, il va regarder ça, il va se dire « Oui, ce madame-là a rendez-vous dans 3 mois, j'y signe, je le refais. » Fait qu'on fait de plus en plus ça.
Mais arrêtez pas vos traitements. Ne faites jamais ça. Dites pas, j'ai plus de prescription, j'arrête mes pilules. Là, on vient de scraper des années de traitement si on fait ça. Puis c'est très dangereux. Si vous avez 2-3 médicaments pour la pression, puis vous arrêtez ça d'un coup sec, la pression peut remonter et faire une crise d'hypertension. OK? Le mot d'ordre, là, on n'arrête pas, on parle aux pharmaciens, on trouve des solutions. Même si votre médecin est moins accessible de ce temps-ci. La bonne technique pour prendre un médicament, évidemment, avec un grand verre d'eau, pas un grand verre de lait ou un grand verre de bière. Une gorgée d'eau avant. Souvent, les gens, je l'ai mis parce que les gens me demandent souvent qu'ils ont de la misère. Là. On prend une gorgée d'eau avant, on met le comprimé au fond de la gorge, puis une autre gorgée d'eau pour l'avaler. On relève le menton là, pour qu'elle descende. Ça, c'est la technique de base. Quand c'est les jus de pamplemousse, est-ce qu'on peut prendre le médicament 4 heures avant ou 4 heures après ou Une bonne question. L'éliminer complètement? Il faut l'éliminer complètement parce que l'action du jus de pamplemousse sur votre foie, elle dure plus qu'une journée. Ah. Fait que même si vous prenez le jus de pamplemousse le matin, le ralentissement du foie, pas de tout le foie, là, je ne veux pas que vous pensiez que le jus de pamplemousse ralentit votre foie, c'est qu'il ralentit certains enzymes qui servent à dégrader le médicament. Et ça se fait sur plus que 24 heures. Ça peut avoir, même si vous avez pris le jus de pamplemousse le lundi, ça peut à la limite affecter le médicament du mercredi. Fait que c'est pas une question d'heure de prise. Puis ça, les interactions entre les médicaments, des fois, on peut changer l'heure pour éviter l'interaction, mais des fois, c'est une interaction qui se fait sur toute la journée. Le calcium, tantôt, je vous parlais, si vous avez des pilules de calcium, puis vous prenez un médicament synthroïde, ça ne va pas ensemble. Mais si je me prends le synthroïde le midi, puis le calcium le matin, là, je suis correct parce qu'ils ne voyagent pas ensemble dans l'intestin, puis ils ne forment pas le petit complexe que je vous avais parlé. Mais par contre, si je prends tel médicament, le Coumadin par exemple, puis je prends de l'aspirine, ça, c'est pas dans l'intestin que ça se passe, c'est dans le sang. Fait que même si je prends mon aspirine le soir, puis j'ai pris le Coumadin le lendemain, il va me faire saigner pareil, parce que c'est dans le sang que ça se passe, puis c'est sur 24 heures. Fait que les interactions ne sont pas tous pareilles, puis ne sont pas tous au même niveau. Il y en a 1 million de niveaux que ça peut se passer. Des fois, là, c'est que le médicament que vous prenez voyage sur une protéine dans votre sang, puis vous prenez un autre médicament, puis il vient déplacer le médicament sur cette protéine-là. Fait que le petit peu qui se promenait, qui était libre pour faire effet, là, il y en a une tonne de trop. Fait que c'est aussi bête que ça. Oui? C'est encore moi, excusez. Ça, c'est correct? Bon, pourriez-vous me donner la définition d'un sevrage? La définition d'un sevrage? J'avais fait un, moi, ici, à l'Institut, je manquais de crever. Alors, je voudrais avoir, au point de vue scientifique, savoir ce qui s'est passé exactement. Ben, un sevrage, c'est des symptômes que vous ressentez quand votre corps manque d'un produit, d'une drogue ou d'un médicament. Je pourrais vous expliquer très rapidement. J'avais de l'Effexor parce que j'ai fait une dépression. Et la dépression augmentant, on m'a donné un antipsychotique. Alors, mon médecin traitant m'a dit, je vais vous changer le médicament. Alors moi, dans mon esprit, j'ai compris qu'en changeant le médicament, on éliminait l'Effexor. Puis j'ai pris le... Et ben, je suis arrivé ici à l'Institut, j'étais à moitié mourant. J'ai vraiment senti vous savez, les effets d'une mort imminente. Mais vous savez, les antidépresseurs ou les antipsychotiques, ce sont des médicaments qui agissent sur le cerveau. Puis quand on joue avec notre cerveau, il faut y aller avec tendresse. Puis les médecins, de plus en plus, ils vont avec tendresse et gentillesse, je dirais. C'est-à-dire qu'on diminue tranquillement, puis on augmente tranquillement. Parce qu'on joue avec notre ordinateur d'en haut. Là. Fait que si moi, votre cerveau est habitué avec un antidépresseur, puis il fonctionne dans un état d'équilibre comme ça, si je l'arrête, puis j'en mets un autre, il peut être bouleversé. C'est pas tout le monde, là, mais on peut vivre des bouleversements. Fait qu'il faut toujours y aller avec beaucoup de précautions. Et en général, je vous dirais, de l'Effexor, par exemple, on le diminue sur 4 semaines. On n'arrête pas ça d'un coup sec. C'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a des techniques. Puis ça, le pharmacien aurait dû intervenir, vous dire, arrête, sauf si vous avez une allergie, là, ça c'est pas pareil, mais ça se déclare au début une allergie. Si vous avez le médecin décide de vous changer, puis c'est brusque, le pharmacien devrait intervenir là-dessus, puis suggérer au médecin de descendre un avant d'augmenter l'autre. Voilà. Alors ça, c'est globalement la définition. Ouais. Un sevrage. Ouais. Merci beaucoup. Mais il y en a de différents niveaux. Il peut y avoir un sevrage à l'héroïne qui va donner beaucoup, beaucoup d'effets.
puis vous faire un sevrage beaucoup plus doux qu'on ressent à peine, mais qui... Moi, ça a été doux, j'ai monté à 220, la tension qui était tralala. C'est ça. J'ai frôlé la mort. Ça peut être grave dans certains cas. Merci. Oui. Vous parlez de couper sans vérifier. Couper pour en prendre une partie ou couper pour l'avaler plus facilement? Ah, je suis rendu là dans ma... J'étais rendu là, je ne l'avais pas lu. Non, des fois, les gens m'appellent pour dire « Elle est trop grosse, peux-tu la couper en deux? » Pour l'avaler. Oui. C'est Ouais. dangereux? Dans certains cas, c'est très dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi. De plus en plus, les médicaments, c'est des technologies avancées à libération retardée. C'est-à-dire que vous avez 4 fois la dose dans un comprimé qui est enrobé sous différents modes. Quand vous l'avalez, ça se défait un à la fois. Si je l'écrase, je viens de libérer 4 doses dans une. Donc, mon mécanisme à longue action, je viens de l'enlever et je viens de le rendre tout en courte action. Fait que si j'avais un cardizène 300 mg qui était fait pour agir 24 heures, là, je viens de mettre 300 mg sur 4 heures. Et là, je vais avoir une chute de pression. Et après 4 heures, je n'aurai plus d'effet, je vais avoir une montée de pression. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de médicaments que vous ne pouvez pas écraser. En général, quand c'est des capsules qui ont, par exemple, Adalat XL, la mention XL, c'est extra long, ou en anglais, extra long acting. Vous avez CD, Control Distribution, il y a SR, Sustained Release. Quand vous avez un petit suffixe, mais des fois, là, comme Tiazac, ça ne le dit pas dans le nom que c'est une longue action. Puis des fois, c'est une fois par jour, mais c'est pas longue action, c'est juste que ça dure longtemps dans votre sang. Fait que la morale, c'est vérifier avec votre pharmacien avant d'écraser, ou de couper même. Parce qu'il y en a qui ne se coupent pas. Vous vous souvenez des annonces de Contaxé qu'on ouvre, puis il y a des petites billes de toutes sortes de couleurs qui tombent, mais il y a la petite bille bleue se défait en 4 heures, la petite bille rouge en 8 heures, puis la petite bille verte en 12 heures. C'est pour ça que la Contaxé dure 12 heures. Mais si je croque tout ça, j'ai 3 fois la dose libérée sur 4 heures. Fait que mon décongestionnant va me faire monter la pression, mon antihistaminique va me faire la bouche sèche, je vais être étourdi, m'a tombé d'impact. Il faut faire attention. Oui? Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait quand on nous dit un médicament, mettons, le soir ou le matin, ou lorsqu'on voyage, mettons, avec les décalages horaires. Comment, qu'est-ce que c'est qu'il est mieux de faire? Ben, ça dépend toujours du nombre de prises par jour. Mais si on parle d'un médicament une fois par jour, puis vous vous rendez compte que vous le prenez le matin, puis on est rendu le soir, puis vous l'avez oublié, ça va dépendre de c'est quoi le produit. Par exemple, si c'est du Synthroid, je prends un exemple, le Synthroid dure très longtemps dans votre sang, il dure à peu près une semaine. Fait que la dose que vous avez oubliée, c'est pas dramatique pour une fois. Fait que moi, comme pharmacien, je vais vous conseiller de la sauter. Par contre, si c'est un médicament pour le cœur, ce que je vais faire, je vais vous recommander de la prendre le soir. Vous l'avez oublié le matin, là? Vous allez la reprendre le soir. Après ça, si vous voulez la reprendre le matin, on va le rattraper sur 3 jours. C'est-à-dire que la prochaine, vous allez le prendre au souper, prochaine au dîner, prochaine, on le ramener au matin. On va amoindrir la fluctuation. Si vous partez en voyage et que vous avez un décalage horaire, en général, là on ne parle pas d'insuline puis de trucs très précis, là. En général, vous allez prendre l'horaire du pays où vous êtes rendu. Fait que si vous avez 6 heures d'avance, vous rapprochez de 6 heures. Si vous avez 6 heures de retard, vous décalez de 6 heures. Vous prenez l'horaire du pays où vous êtes rendu. C'est bon? Puis des fois, quand c'est 3-4 fois par jour, là, on peut sauter une dose. Hein? Fait que, si vous êtes rendu le soir, puis vous en aviez 3 dans la journée, c'est pas grave si vous n'avez pas pris ceux de l'après-midi, là, parce que on n'a pas besoin de cet effet-là. Vous allez en avoir besoin en revenant. OK? Donc, il faut vérifier avec votre pharmacien avant de couper ou de broyer un comprimé. Puis faites couper vos comprimés ou procurez-vous, parce qu'on peut vous couper vos pilules, mais on a aussi des petits coups de pilules qu'on peut vous donner en vérifiant si on peut les couper. Puis ça fait des belles moitiés. Sinon, le conseil à la maison, vous coupez ça avec des doigts. Vous ne coupez jamais ça avec un couteau ou une paire de ciseaux, ça fait des motons, ça repart partout. Les pilules sont faites, là, vous la prenez entre vos 2 doigts, vous poussez dessus, puis elle casse en 2 belles moitiés. C'est avec les doigts qu'on fait ça. Oui? Je vais revenir avec une question sur du jus de pamplemousse et le calcium. Ça veut dire qu'on ne doit jamais prendre son calcium le matin avec un jus de pamplemousse parce qu'il y a une réaction directe? Non, ça, si on parle spécifiquement jus de pamplemousse et calcium, ça va ensemble. Okay.
Parce que le calcium, il n'y a pas d'effet au niveau du foie et il n'y a pas de problème. Les styles, acétaminophène, Tylenol, tout ça, on prend avec quoi? De l'eau. Tylenol, tout médicament pour éviter qu'il colle dans l'œsophage aussi, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont irritants, qui peuvent, s'ils restent trop longtemps dans la gorge, causer une inflammation au niveau de la gorge, puis on a l'impression qu'il est pris là, mais c'est parce que ça l'a enflé. Donc, il faut prendre une grande quantité d'eau pour bien le faire descendre, toujours avec un grand verre d'eau, sauf si vous avez une restriction en liquide, dans certains cas, insuffisance rénale, mais autrement, un grand verre d'eau. Puis pas coucher. Hein, on prend souvent nos pilules dans le lit couchés. Ils vont rester collés là, excusez. Debout ou assis bien comme il faut pendant moins de 15 de minutes. Il faut que ça descende, que ça ne reste pas dans l'œsophage. Idéal, vous ne faites pas ça. Hein? Vous les prenez au lit et vous vous couchez tout de suite. Hein? Ah. Fait qu'essayez de rester debout au moins 15 minutes ou prenez-les 15 minutes avant de vous coucher. Pas une demi-heure, surtout si vous prenez des pilules pour dormir, là, vous allez vaciller avant, mais 15 minutes, c'est raisonnable. Puis c'est mieux que ça prenne le temps de bien descendre et que ça ne cause pas de problème. Donc, je vous ai montré, bon, il y a des écraseurs de pilules, il y a des coupeurs de pilules qui vont très bien, mais encore là, il faut savoir si c'est correct de le faire avec les vôtres. Ça se vend en pharmacie. Dans toutes les... Je pourrais vous dire que c'est juste les proxènes qui ont ça, mais c'est pas vrai. Le goût, il y en a des trucs, vous n'avez pas enduré un goût qui est mauvais. Puis en passant, il y en a peut-être parmi vous qui ont de la misère à prendre certaines formes de médicaments. Le pharmacien a le droit de changer la forme. Si j'ai une prescription d'antibiotiques en pilule, j'ai le droit de vous la donner en liquide. Je n'ai même pas besoin, à la limite, de reparler au médecin pour ça. Fait que, si vraiment vous avez de la misère avec une sorte qui ne passe pas, vérifiez si ça se fait en liquide, puis le pharmacien peut vous le changer. Donc, bouchez-vous le nez avant de prendre des pilules qui goûtent mauvais, ça marche. Ça a l'air nono, ou simpliste, mais ça fonctionne bien. Vous pouvez prendre un glaçon avant, geler la langue un petit peu, là, ou boire de l'eau très froide avant, ça va diminuer le goût des médicaments. Ou on peut ajouter du goût, on peut ajouter du sirop de chocolat, des fois de la confiture un petit peu, pas des trop grosses quantités, là, pour pas avoir d'autres problèmes, mais il y a des trucs qui fonctionnent très bien, qui vont aider. Puis, ce qui fonctionne aussi très bien, là, c'est de prendre de la mie de pain, puis d'entourer, de vraiment d'écraser autour de la pilule. Il y en a que ça règle tous les problèmes qui ont de la difficulté à avaler. Dès qu'on met ça dans un peu de mie de pain écrasé, là, oups, ça passe. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Les médicaments génériques, je voulais vous en glisser un mot. On a beaucoup de questions en pharmacie là-dessus. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Je vous pose la question, pensez-vous que c'est aussi bon? Oui. C'est écrit, hein? Mais c'est pas toujours vrai. Pardon? C'est pas toujours vrai parce que des fois, le pharmacien il va nous dire qu'il faut prendre l'origine, mais pas l'original, mais oui, ouais. C'est ça. Bien, le pharmacien, ce qu'il va vous dire des fois, c'est qu'il ne faut pas changer de compagnie. Parce qu'il y a des médicaments qui sont tellement précis dans votre sang que peu importe votre compagnie de départ, il ne faut pas la changer. Mais même si vous avez le générique au départ, il ne faut pas donner l'original. Puis si vous avez l'original, il ne faut pas donner le générique. Par exemple, on parlait du Coumadin pour éclaircir le sang. C'est un des facteurs qui pourrait influencer le résultat. Fait qu'on ne change pas de compagnie. Mais des fois, c'est compliqué parce que vous arrivez de l'hôpital, puis c'est le générique que vous avez eu à l'hôpital. Fait que là, on ne sait plus lequel vous donner. T'sais. On ne sait plus lequel prendre pour continuer parce qu'à l'hôpital, sauf quand il n'existe pas de générique, il n'y a que des génériques à l'hôpital. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a que des génériques quand le générique est disponible. Si j'ai un médicament qui n'existe pas de générique, évidemment, ça va être un médicament original. C'est pas la même formule chimique, c'est pas la même composition. Oui, c'est la même formule chimique quand on parle de... Je termine parce qu'en France, par exemple, on dit qu'il faut prescrire les génériques pour une question de santé publique, pour ne pas mettre trop d'argent dans les trucs, parce que souvent les originaux sont plus chers que les génériques. Ouais. C'est la même formule chimique, le même dosage. Oui, bien, c'est la même formule chimique. Je vais vous expliquer, je ne veux pas non plus passer une heure là-dessus parce qu'on peut faire un gros débat, mais un médicament générique, pour avoir sa licence, doit démontrer que dans votre corps, il fait le même résultat que le médicament innovateur et il doit démontrer, quand je l'analyse, que sa variation en ingrédients actifs n'est pas plus grande que le médicament innovateur. Puis, à la limite, si je mélangerais une bouteille de générique et d'originaux, il n'y a pas plus de différence entre deux pilules. Il ne faut pas qu'il y ait plus de différence entre deux pilules originales, deux pilules génériques ou un original et un générique. Vous me suivez?
Fait qu'il faut que la variation soit la même en tant qu'ingrédient actif. Ce qui peut changer, c'est le colorant, le lactose, le gluten, des trucs comme ça, parce qu'ils ont chacun leur recette. Mais malgré leur recette, malgré qu'ils doivent avoir la même quantité d'ingrédients, il faut que ça reproduise la même chose dans votre corps. Puis ça, la compagnie innovatrice doit aussi démontrer que toutes ces lots fait ça aussi. Ce n'est pas la première bouteille qui le fait, la deuxième ne le fait plus. Il faut que d'une bouteille à l'autre, il y ait le même standard. Même chose avec la compagnie générique. Fait que les deux produits sont de qualité égale. Oui, il y en a une plus chère que l'autre, parce qu'en fait, ils font de la recherche et du développement. L'autre ne fait pas de recherche et de développement, ne fait que de la recherche de mise en pilule. Fait que dans le fond, c'est votre décision, mais il n'y a pas de compromis de qualité. Il n'y a aucun pharmacien du Québec qui vous conseillerait la scrap ou la qualité moindre parce que ça coûte moins cher. J'en connais pas un qui fait ça. C'est contre nature et contre notre mission de vous donner des médicaments moins bons parce qu'ils coûtent moins cher. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait toujours avantage à demander à notre pharmacien des médicaments génériques avec la prescription quand on arrive? Bien, arrivez avantage, il n'y a pas d'avantage. Oui, puisque c'est moins cher. Sauf l'avantage que c'est moins cher. Mais oui, sauf que bon, il y a des assurances, ici. Mais il y a des gens qui m'arrivent, moi, qui me disent je veux l'original parce qu'ils font de la recherche puis je veux les encourager. Ça arrive, ça. Ça arrive qu'ils veulent l'original parce que le médecin a parlé de ce nom-là, puis ils ont confiance en ce nom-là, puis ils ne veulent pas sacrifier cette confiance-là. Puis moi, je respecte ça. Par contre, entre vous et moi je vais prendre un générique. Je ne paierai pas plus cher, parce que la compagnie a été payée dans ces années, puis moi, je ne paierai pas plus cher. Mais ceci étant dit, c'est votre décision, puis il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Puis oui, on est tous assurés, mais il y a des coûts à notre système de santé. Bien, légalement, on est censé être tous assurés. C'est-à-dire que quand vous venez à la pharmacie, vous êtes censé détenir une assurance. Si vous n'en détenez pas, le gouvernement a le devoir de vous assurer. Puis vous, comme citoyen, vous avez le devoir de prendre une assurance. Si vous n'avez pas accès à une assurance, vous devez vous assurer au gouvernement. OK? Ça, c'est une loi au Québec. Mais je sais qu'il y en a qui ça arrive qui n'ont pas. Mais c'est la minorité quand même. Fait qu'il n'y a pas, cliniquement, il n'y a pas d'avantage à un ou à l'autre. Ce n'est que le coût des choses. C'est bon, mais je voulais mettre ça au clair parce que c'est des questions dans notre société qui reviennent souvent. Oui? Oui, parce que pour compléter, les médecins nous disent, mon médecin m'a dit, écoutez, le générique, c'est pas la même qualité au niveau des tests. Ça veut dire que, c'est pas vrai. Tout le respect que j'ai pour leurs compétences, le côté pharmacie, c'est plutôt vous, donc ce serait pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de raison d'avoir des réserves au niveau. Non, mais je dis, c'est un discours que des fois les médecins ont, c'est vrai, parce que l'industrie innovatrice transporte ça beaucoup aussi. Oui, mais puis il y a une culture, puis il y a déjà eu je veux dire, l'industrie générique n'a pas toujours été, dans toute l'Amérique du Nord, là, d'autant de qualité que ça. Et Santé Canada ne surveillait pas tout dans les années 50. OK? Fait que, il a pu se passer des affaires qui ont instauré du doute chez les médecins, puis qui s'est transféré d'une génération à l'autre. Puis ça, c'est un peu normal que dans le doute, le médecin vous dise, moi, regarde, j'ai plus confiance à ça. Mais moi, mes rappels de produits, là, la plupart du temps, mes rappels, c'est des innovateurs, parce que les génériques se surveillent tout le temps, parce qu'ils ne veulent pas être pris en défaut. Fait que j'en ai des deux bords. J'ai des rappels de produits où ils ne respectent pas les normes, puis de pas beaucoup, là. Je ne veux pas vous faire peur, là, quand j'ai des rappels, là. Par exemple, l'aspirine, c'est 5 %. L'aspirine, un comprimé d'aspirine doit avoir entre 275 et 325 mg dans chaque. Si dans un lot de pilules, il sort à 250, il n'est plus bon l'eau. Il faut qu'ils rappellent tous leurs produits. OK? Puis ça arrive d'une compagnie ou de l'autre. Puis souvent, c'est le même fournisseur mondial. Ça arrive tout de la même place. Puis la compagnie innovatrice d'Europe vend au générique du Québec. Puis ça vient toute la matière première, vient toute de la même place. C'est des marchés mondiaux maintenant. Puis moi, j'ai visité des industries génériques et innovatrices. Puis dans l'industrie générique, il y a des gros barils de Merck Frost, là, qui pensent qu'il y a un gros commanditaire, qui vendent la poudre à la compagnie générique. Juste, oui. je trouve qu'il faut qu'on comprenne que le générique, d'abord, quand on fait un médicament innovateur, c'est l'exclusivité pour la compagnie pendant par exemple 10 ans. Oui. Après, il tombe, on peut
De substituer. De substituer. C'est ça, c'est exactement le même produit, sauf que Ouais. pendant 10 ans, on n'a pas le droit de le fabriquer parce que quelqu'un a fait Ouais. la recherche. Puis après 10 ans, les deux peuvent continuer à être mis en marché, mais des fois, le gouvernement applique la règle du prix le plus bas, c'est-à-dire qu'il va rembourser juste le prix du générique, puis le reste est à vos frais. Mais c'est pas dans tout, ça. Mais souvent, c'est comme ça. Quand le gouvernement dit il a déjà eu son brevet, il a déjà eu son extension de brevet, moi, je ne paye plus le 30% de plus que ça coûte. Parce qu'il n'y a pas d'avantage aux patients. Fait que c'est là que le pharmacien va vous dire, si vous voulez l'innovateur, vous avez une différence de 15$ à payer. Puis, je voulais vous dire que c'est pas comme des marques privées, c'est pas comme la marque du président, là, générique. Hein? On a la boîte de biscuits et la marque du président, c'est pas la même chose. Là. Dans l'alimentaire, on a des copies qui sont pas légales de l'autre produit. Ça goûte pas exactement la même affaire. Dans l'industrie pharmaceutique, c'est réglementé. Il se doit d'être identique d'un produit à l'autre et d'avoir les mêmes normes de qualité. Madame ici, madame. La dernière phrase, l'avant-dernière phrase, je prends du café tous les jours. Quel est l'inconvénient à prendre du café avec les médicaments? Le café contient du tanin. Donc, des fois, ça peut interagir avec certains médicaments, comme le Synthroid. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là. Mais autrement, là, il n'y a aucun problème à prendre un café. C'est mieux qu'un jus de pamplemousse, puis c'est mieux qu'autre chose. Puis ça ne dérange pas trop. Mais je vous dirais, si vous prenez l'habitude de prendre vos médicaments avec puis un café autour, continuez. Faites pas une journée oui, une journée non. Comme ça, on va stabiliser ça. Là, mon exemple, moi, c'était pour les problèmes de mémoire, quand on oublie, là, puis ça. Et là, quand vous parlez d'agisme, là, c'est pas parce que vous êtes âgé que vous oubliez à prendre vos médicaments. Moi, j'ai 40 ans, puis quand j'ai 44 ans, puis quand j'ai un traitement antibiotique, j'ai tendance à les oublier. C'est pas naturel de prendre des pilules. Il faut se donner des trucs, il faut se donner des moyens. Puis quand vous en prenez plus qu'une fois par jour, c'est normal d'oublier des doses. Il faut vraiment développer des réflexes, de le mettre à des endroits. Quand vous posez un geste quotidien, comme vous brossez des dents, à chaque fois que vous ouvrez le tiroir, c'est pas la salle de bain, c'est pas l'idéal pour les pilules. Mais ça serait un moyen de vous en rappeler, de mettre un petit écriteau, n'oublie pas de prendre ton médicament parce que vous brossez les dents tous les jours. Le café, c'est la même chose, vous prenez un café tous les matins, mettez une alerte là ou les médicaments pas trop loin, ça va vous donner des trucs pour ne pas l'oublier. Il y avait une question là. Oui? Moi, c'est pour revenir avec le calcium. Oui. Est-ce qu'il y a une façon particulière, parce qu'en tout cas là, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il y a certains médicaments avec qui ou avec c'est pas compatible. Il y a des antibiotiques qui ne sont pas compatibles avec le calcium. Il y a d'autres médicaments aussi. Fait que ce qu'on fait comme les pharmaciens, on va le séparer l'heure de prise. Okay. Mais ça dépend lesquels. Puis si votre pharmacien ne vous a rien dit, probablement que c'est correct de prendre le calcium avec les autres produits. Je n'ai pas compris justement. Contre, par exemple, avec un médicament contre la haute pression. C'est correct. C'est correct? Oui. OK. Je n'avais pas compris les 2 heures. Mais Synthroid, c'est pas correct. Non, les non. antibiotiques, Okay. c'est pas correct. Il y en a quelques autres qu'il faut éviter, le calcium en même temps. Le fer, c'est pas correct si vous avez du fer en même temps. Contre l'ostéoporose. Merci beaucoup. L'actonel doit être pris complètement à jeun, une demi-heure avant tout autre médicament. Moi, je viens de Paris, de France, et je tiens à rendre hommage aux pharmaciens au Québec, qui est très disponible, ce qui n'est pas vrai de l'autre côté de l'Atlantique. Et un petit problème qui me tient vraiment à cœur, j'ai déjà discuté avec des pharmaciens, c'est que par exemple, vous prenez des médicaments qui sont en vente libre, comme l'ibuprofène, comme l'aspirine, qui sont vraiment très dangereux, par exemple pour un ulcère. Oui. Quelqu'un qui a un ulcère et qui va prendre de l'aspirine, il va se faire péter cet ulcère, il va avoir une hémorragie. Le fait, l'aspirine est plus dangereuse que le vaccin contre la H1N1. Voilà, vous voyez, non, mais ça, j'arrive pas à comprendre comment des médicaments qui peuvent être très dangereux. L'ibuprofène, si vous prenez une dose, parce qu'il y a des gens, ils ont tellement mal, ils vont prendre des trucs, vous pouvez détruire votre foie et ça peut être irréversible. Donc, comment se fait-il qu'il n'y a pas un petit truc de dire, soit on enlève de la vente libre, comme l'aspirine et l'ibuprofène, c'est des médicaments, soit mettre vraiment des panneaux, contre-indication formelle, ulcère gastro-duodénal, les problèmes rénaux, les gens... Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais en pharmacie, puis
On a des problèmes de réglementation, puis de libre marché, puis on est influencé par les États-Unis. Mais dans une pharmacie, vous avez un mur fictif. Vous avez des panneaux de verre qui disent, l'autre côté de ça, c'est l'officine. Vous remarquerez, là, quand vous irez en pharmacie, n'importe quelle, il y a des panneaux. L'autre côté de ça, c'est des médicaments. L'autre côté, c'est la boutique. Quand vous traversez ça, vous êtes dans des médicaments potentiellement dangereux. OK? Ça, c'est la première chose. Il y a aussi le code médicament. Tous les produits sont étiquetés avec les alertes spécifiques à chaque produit. Vous avez différents codes. Ça, c'est régi par l'Ordre des pharmaciens du Québec. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais vous avez le code ABCDE. Et ce code-là vous indique, en fonction de votre risque ou votre situation, si vous devez consulter le pharmacien ou non. Oui, mais excusez-moi, vous allez me dire tout ça. Une personne âgée qui va venir un peu fatiguée, qui va prendre un médicament comme ça, qui va ouvrir même qui va même ouvrir un petit peu le petit papier écrit avec en petit, où on ne voit presque rien. Je m'excuse, je crois qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut qu'elle parle au pharmacien, idéalement. Mais, oui, mais bon, le pharmacien est très disponible, mais des fois il y a 5-6 personnes qui attendent. Mais renseignez-vous, c'est le message. Pour moi, je crois que c'est des produits qu'il faut enlever de la vente. Bon point. Merci beaucoup. Ce serait L'intérêt. Merci.